Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Maman et ses 8 pyjamas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir commencer un projet, un long projet, et que finalement vous vous disiez si on m'avait dit ces choses-là avant, ça aurait facilité mon parcours dans ce projet-là? Eh bien, ça m'est arrivé avec l'école à la maison. Donc, je vous partage 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer l'école à la maison. Donc, la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai voulu commencer l'école à la maison, c'était de prendre un seul curriculum par matière. J'ai eu tendance à vouloir avoir beaucoup de choix au niveau des manuels scolaires et puis j'étais pas sûre que chacun des manuels allait combler au complet les exigences du ministère. Finalement, avec l'expérience, je me suis rendu compte que oui, le vrai manuel scolaire, il couvre toute la matière. Dans le fond, le choix le plus éclairé, c'est de prendre celui qui est plus détaillé, mais ça sert à rien d'en avoir 2, 3, 4 différents parce qu'un seul, ça couvre les besoins. Et quand on en a plusieurs, on a tendance un petit peu à se perdre au niveau de la matière, puis ça surcharge un petit peu nos enfants. Donc, un seul curriculum, un seul manuel par matière, c'est amplement suffisant et en plus, ça coûte moins cher. Donc, ça, c'est le premier truc que j'aurais aimé savoir. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est de ne pas faire de micro-planification en début d'année. Normalement, on fait une macro-planification et une micro-planification. C'est-à-dire la macro-planification, c'est-à-dire qu'on fait en gros de quoi on veut parler. Puis ensuite, la micro-planification, c'est quelle page à quel jour, par exemple. Eh bien, j'avais tendance à faire la micro-planification au début de l'année. Puis de faire ça, ça me prenait un temps épouvantable à faire. Puis deux, ce que ça a fait, c'est que quand on fait l'école à la maison, c'est pas comme quand on est dans une école. On est dans la vie familiale. Donc, il y a des imprévus. Il peut y avoir des rendez-vous. Il peut y avoir des enfants de malades. Il peut y avoir toutes sortes d'affaires qui viennent faire en sorte. Une visite impromptue. Bon, c'est sûr que pendant la COVID, il n'y en a pas eu. Mais l'année d'avant, il y en avait eu des visites impromptues où c'est que tu es supposé de faire ta journée d'école, puis il y a quelqu'un qui arrive à l'improviste, puis tu dois retarder tout ça. Puis tout ça, ça a fait en sorte que, au lieu de pouvoir faire mon programme comme je l'avais planifié, bien là, à ce moment-là, ça retardait. Fait que vous comprendrez que si, par exemple, j'avais prévu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, telle page à chaque jour, bien si mardi, j'ai pas pu faire ma planification, bien ça défaisait toute ma semaine et tout le restant des semaines suivantes parce que là, il fallait que je réajuste tout le restant de mon calendrier. Donc, c'était un casse-tête épouvantable. Donc, simplement faire une macro-organisation dans le sens, bon, j'ai tant de chapitres, il faut que je voie la matière en dedans de tant de temps. Par exemple, je dois prendre un mois pour voir tel chapitre, 2 semaines pour voir l'autre, etc. pour être sûr de voir complètement toute la matière pour l'année, mais ça s'arrête là. Le restant, on fait ça au jour le jour ou à la semaine. Donc, le dimanche, on peut s'asseoir, prendre le temps de planifier en gros qu'est-ce qu'on va voir. On va voir de telle page à telle page, par exemple, en français, puis de telle page à telle page en mathématiques, mais de ne pas décider, bien, tel jour, c'est telle page, parce que sinon, ça va tout défaire. Donc, en faisant ça comme ça, à la semaine, pour faire la micro-organisation, bien, ça permet de dire, bien, s'il y a une journée dans la semaine qu'on n'a pas pu faire, bien, on va récupérer les autres jours, mais au moins, ça ne défait pas complètement le restant de la semaine et du planif de toute l'année. Donc, planifier seulement en gros et la micro-organisation de le faire à chaque semaine. La troisième chose, c'est aussi de ne pas être trop strict sur les horaires. Ça, c'est la première année que je l'ai fait. J'ai eu cette tendance-là à avoir un horaire à 8 heures, il fallait faire ça. À 8h30, on fait ça. 9h, on prend une pause à telle heure, etc. Un peu comme à l'école. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Parce que justement, on est une famille et l'école à la maison, c'est une vie familiale. Donc, pour les raisons que j'ai mentionnées dans la partie numéro 2, qu'il peut y avoir des imprévus familiaux, bien justement, le fait de ne pas être trop strict sur l'horaire, ça permet de quand même faire ce qu'on a prévu de faire
mais de ne pas être stressé puis de ne pas être, tu sais, comme strict. Comme par exemple, on peut dire, ben on fait d'abord français, ensuite mathématiques, ensuite anglais, puis ensuite, par exemple, une spécialité, puis il faut qu'on voie les 4 dans la journée. Mais par contre, on peut se laisser du temps, puis de dire, ben une fois que tout le monde a déjeuné, une fois que tout le monde est habillé, ben on commence. Alors que de dire, ben on commence à 8 heures, puis c'est ça, puis c'est tout. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que, par exemple, si on a des enfants qui ont eu une mauvaise nuit, ou il y a eu quelque chose pendant la nuit, des enfants qui sont malades ou quoi que ce soit, puis que finalement, au lieu de commencer, au lieu d'être debout à 7h30, les enfants sont debout comme à 8h ou 8h30 parce qu'ils ont mal dormi, bien sinon, si on a un horaire trop strict, on vient de tout chambouler encore notre journée. Tandis que si on a une routine plutôt qu'un horaire, c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de faire notre journée d'école malgré qu'on commence un peu plus tard ou qu'on commence un peu plus tôt ou qu'il y a des rendez-vous, etc. Donc, ne pas être trop strict sur l'horaire. La 4e chose que j'ai découvert, c'est que quand on commence à faire l'école à la maison, on dirait que toutes les choses qui nous entourent deviennent une source potentielle d'apprentissage pour nos enfants. Je vous donne un exemple. À un moment donné, on était en voiture et on a dû aller chercher quelque chose dans une ville qui n'est pas la nôtre. Et il y avait une raffinerie dans cette ville-là. Donc, quand on a passé devant la raffinerie, les enfants, oh, qu'est-ce que c'est? Fait que là, du coup, c'est devenu un cours sur c'est quoi une raffinerie, c'est d'où ça vient le pétrole, etc. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on a fait ça pendant qu'on était dans la voiture. Donc, les enfants ont appris quelque chose. Ça a été un enseignement spontané. C'est sûr que ça ne fait pas partie d'un curriculum en tant que tel, mais par contre, ça fait quand même partie des choses que nos enfants doivent apprendre, comme de culture générale, de savoir un peu comment ça marche. Fait que si à un moment donné, dans leur programme, ils viennent à apprendre, ben c'est quoi du pétrole, c'est quoi une raffinerie, ben hop, ça va sonner des cloches. Ah oui, on l'avait vu avec maman dans l'auto. Donc, on finit par avoir l'esprit allumé quand on enseigne à nos enfants à la maison que n'importe quoi peut devenir une source d'apprentissage pour nos enfants, puis que c'est pas obligé de rester juste dans le curriculum. On peut avoir plein d'autres occasions. Une promenade en forêt peut devenir un cours de sciences naturelles, un cours sur les animaux, sur la faune, sur la flore. Il y a plein de façons d'utiliser des choses de notre vie quotidienne pour enseigner nos enfants, pour approfondir des notions qu'on a vues ou encore juste pour leur donner encore plus de connaissances. Et la 5e chose que j'ai appris, c'est d'être flexible. Ça revient un peu à ce que j'ai mentionné tantôt, mais des enfants, ils ont souvent des bonnes puis des mauvaises journées. En particulier, si on a des enfants avec des besoins particuliers, comme par exemple, soit des enfants vraiment avec un handicap quelconque, ou encore un enfant, par exemple, avec un TDAH, ce qui est mon cas à la maison. Et souvent, il y a des choses qui peuvent venir faire en sorte qu'ils ont des mauvaises journées ou des meilleures journées. Il y a des journées où c'est qu'on dirait que c'est impossible d'aller capter leur attention, puis ils ont tellement d'énergie qu'ils ont besoin de sortir. Fait que dans ce temps-là, on est flexible. Si on voit que le matin, ils se lèvent et qu'ils ont un ressort dans le derrière, on les laisse aller jouer dehors, on les laisse dépenser l'énergie qu'ils ont besoin de dépenser. Puis quand ils sont plus calmes puis qu'ils se sont aérés l'esprit, ben là, on peut commencer notre journée d'école, même s'il est rendu 10h, 11h, c'est pas grave. On va commencer l'école, puis pendant ce temps-là, ben, on aura fait autre chose qu'on avait peut-être planifié de faire après notre école. Ben, on l'a juste devancé pour nous en tant qu'adultes. Puis pour les enfants, ben, ils sont allés s'aérer l'esprit. Ça leur a fait du bien. Puis ils sont plus enclins après ça à apprendre. Ils sont dans un meilleur état d'esprit pour apprendre. Aussi, des fois, quand ils sont dans ces états-là, si la température ne permet pas qu'ils aillent jouer dehors, ce qu'on peut faire, c'est de transformer notre apprentissage dans un apprentissage que je pourrais dire plus interactif. Comme au lieu d'aller travailler dans un cahier, par exemple, bien, on peut prendre des cartes éclairs, puis nos tables de multiplication qu'on aurait faites de toute façon dans le cahier, bien, on peut les faire en jouant à un jeu de cartes, celui qui fait le plus de points, etc. Donc, ça devient interactif, puis l'enfant, il est plus capable de se concentrer plutôt que d'être juste énervé puis de s'en aller partout. Donc, des fois, d'être flexible
dans l'apprentissage, dans la façon de le faire, puis aussi dans la façon de laisser nos enfants des fois s'aérer avant de commencer la classe quand c'est nécessaire. Donc, ça fait le tour un petit peu des 5 choses que j'aurais aimé savoir avant. Ça aurait évité de frustration de ma part puis de la part de mes enfants. Ça a aussi évité d'être trop stressée par rapport à ça. Donc, j'espère que ces 5 trucs vous ont aidé ou vous aideront à pouvoir mieux faire votre école à la maison. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ce contenu-là vous a aidé. Partagez la vidéo également. Et si vous n'êtes pas membre de la communauté Maman et ses 8 pyjamas, ben, allez vous abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.